Devenir secrétaire indépendante en partant totalement de zéro. Tu te demandes peut-être si c'est possible d'obtenir des résultats, à quelle hauteur et dans quel délai. C'est ce dont on va parler tout au long de cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour te partager un échange que j'ai eu la chance d'avoir avec une secrétaire indépendante nouvellement lancée qui a eu des résultats incroyables en très peu de temps. Tout au long de cette interview, tu vas pouvoir obtenir des réponses à beaucoup de questions que tu dois te poser, qui concernent entre autres le fait de se reconvertir dans le secrétariat indépendant quand on n'a aucune expérience dans le métier de secrétaire, comment trouver des clients et pérenniser son activité, l'organisation type d'une journée de secrétaire indépendante qui travaille en total distanciel, mais on va aussi parler chiffre d'affaires. C'est donc Aurélie que je reçois sur ma chaîne pour nous expliquer comment elle est passée de contrôleur aérien dans l'armée à secrétaire indépendante épanouie. Alors, si tu souhaites connaître les secrets d'une reconversion professionnelle réussie, je t'invite à t'installer confortablement pour pouvoir visionner cet échange sans filtre dans lequel Aurélie nous partage en toute sincérité son parcours et les résultats qu'elle a obtenus. Si t'es prête, c'est parti, on démarre tout de suite. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, de renseignements, d'informations sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Sois pas trop sérieuse, hein, quand même. Attends, je suis stressée. Bah, c'est rien, t'inquiète, il n'y a que nous pour le moment. Il n'y a personne qui nous voit. Tout va bien. Alors, bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté cette interview pour la chaîne. Ça me fait très plaisir. Alors, Merci la à première toi. chose qu'on va te demander, ça va être de te présenter. Donc, si tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours, ta situation personnelle, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier maintenant, un petit peu les formations que tu as suivies, etc. Donc, on te laisse nous expliquer tout ça. Eh bien, merci déjà d'avoir proposé l'interview. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis maman de 3 enfants et mariée depuis 3 ans. Et donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant contrôleur aérien dans l'armée de l'air, tout de suite à la sortie du bac. Donc, j'ai été contrôleur pendant un peu plus de 15 ans. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et après avoir été contrôleur, j'ai été secrétaire pendant plusieurs mois dans l'armée avant de quitter l'armée. Et c'est comme ça que j'ai découvert le secrétariat vraiment à proprement parler. Une fois que j'ai quitté l'armée, j'ai fait une reconversion pour être gestionnaire de paye. Donc pendant 9 mois, j'ai fait la formation, j'ai été diplômée gestionnaire de paye. Et j'ai fait 3 semaines en cabinet comptable, plus mon stage de formation. Et je me suis rendu compte que vraiment le salariat, c'était plus possible. Et donc, je me suis lancée à mon compte. Alors, l'idée, elle venait déjà d'avant, mais en tout cas, je me suis lancée parce que le salariat me convenait vraiment plus. En termes de formation, alors j'en ai suivi pas mal. J'ai une certaine Émilie. Toutes les formations que j'ai suivies, alors je les ai listées et j'ai écrit parce que je savais que je me rappellerais pas. Donc j'ai suivi les 17 prestations, l'agenda en ligne, le contrat de prestation, les coulisses, c'est la première que j'ai regardée. La déclaration de chiffre d'affaires, la gestion interne simplifiée, la méthode de rédaction, le tableau de bord, l'après-compta, les impayés, qui m'a été ultra utile puisque c'est comme ça que je me suis vraiment mis le pied à l'étrier, et la rédaction de factures. T'as suivi tout. Oui, j'ai tout regardé. Je m'en étais pas rendu compte. Et j'en ai d'autres, hein. Il y en a encore 3 ou 4 que j'ai pas encore suivis. Ah, tu les as, mais tu les as pas encore suivis. D'accord. Donc, tu t'es fait une réserve pour plus tard. J'aurai le temps. Ah oui, d'accord. Donc, oui, donc ok. Est-ce que tu as suivi d'autres formations, donc à part gestion de paye, ou c'était par un organisme spécifique? C'était par le Greta, donc c'était vraiment un organisme professionnel en présentiel. C'était tout en présentiel.
Mais en fait, j'ai préparé mon démarrage en tant qu'indépendante pendant ma reconversion. En fait. D'accord. Ah oui, donc tu avais déjà prévu, en fait, même si tu allais faire un test en tant que salarié, tu avais déjà prévu de partir sur l'indépendance finalement. En fait, c'était mon but, on va dire, c'était mon but à terme. Mais c'était à ce moment-là un but plutôt à long terme. Euh, et en fait, je pensais vraiment mettre d'abord un pied dans le salariat parce que l'armée, c'est pas la même chose que le salariat. Enfin, c'est vraiment une vie différente. Et je voulais voir ce que c'était d'être salarié parce que finalement, jusque-là, ça n'avait vraiment rien à voir. Et je voulais voir comment c'était la vie réelle. Et donc, mais vraiment à terme, je voulais être indépendante pour pouvoir travailler de la maison. Et c'est vrai que avec le confinement, le Covid, il y avait eu beaucoup de télétravail et je m'étais dit que gestionnaire de paye en tant que salarié, il y avait quand même une possibilité de faire du télétravail et d'allier ça avec ma vie de maman. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis retrouvée avec des horaires hyper coincés, à avoir 2 heures pour manger le midi. Moi, je me Ah oui. fichais en fait d'avoir 2 heures pour manger le midi. Donnez-moi 45 minutes, mais je rentre 1 heure plus tôt chez moi en fait. Ah Non, oui. c'était pas du tout possible, c'était compliqué. Et en fait, le gros souci qui se posait pour moi dans la gestion de paye, c'est que ben, tu peux pas être en vacances au moment des périodes de paye. C'est-à-dire que du 20 du mois jusqu'au 10 du mois suivant, eh ben, pas de vacances. Donc, ça devenait vraiment compliqué. Et donc, enfin, quand je me suis vraiment rendu compte de ça, j'ai dit, en fait, c'est pas possible. D'accord, donc finalement, la mission de gestion de paye te plaisait, mais pas dans le cadre du salariat. Finalement, c'était vraiment le cadre salariat ça ne te convenait pas à toi, ni pour ta famille. Vraiment, c'était pas fait pour toi. Ah bah clairement, parce que la gestion de paye me plaît beaucoup, et d'ailleurs, je fais toujours au final, mais pas dans le cadre du salariat. Donc, on a vu que le projet de secrétaire indépendante, tu l'avais un petit peu en toi, mais tu n'avais pas prévu de le faire tout de suite. Ça fait combien de temps concrètement que tu t'es lancé en tant que... Alors, j'ai créé l'entreprise officiellement fin mars 2022. Alors, c'était pour avoir le statut et pour pouvoir vraiment commencer à travailler à partir du moment où je serais salariée. Parce qu'en fait, je pouvais pas créer avant parce que j'étais militaire jusqu'au 31 mars 2022. Donc, je pouvais pas créer avant parce que c'est pas légal. Oui, c'est Donc, intéressant. j'ai créé mon entreprise le 31 mars 2022. Donc, j'ai D'accord. été civile. Et je savais que je serais salariée dans la foulée, puisqu'en fait, j'ai été embauchée tout de suite. En fait, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme en juin 2022, mais j'ai été embauchée tout de suite à l'issue de mon stage en avril. D'accord. Et, euh, et donc, je m'étais dit que potentiellement, je pouvais commencer à prospecter en avril, voir si en fait, je voulais allier salariat et indépendance. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé une cliente tout de suite au mois d'avril et que je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi d'allier les deux. Je n'avais pas le temps. D'accord. Donc, tu as vraiment voulu mettre en évidence quand même ta vie de famille aussi, Oui, en faisant comme ça, en fait. Ce que tu as remarqué, c'est que c'était aussi ça le plus important pour toi, c'était d'être vraiment disponible pour tes 3 enfants. Que tu as quand oui, même 3 enfants. C'est quand même déjà beaucoup. oui. L'idée, c'était vraiment d'être présente pour eux. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé au cabinet comptable, on m'a tout de suite donné beaucoup de responsabilités pour quelqu'un qui n'avait même pas encore son diplôme. Ce qui fait que je commençais à 8h30 le matin, je terminais à 17h le soir avec mes 2 heures de pause. Qu'en fait, on prenait jamais 2 heures de pause. On prenait genre 45 minutes. Et donc, je faisais tous les jours 1 heure et quart de plus que ce qui est prévu. Et en fait, comme c'était que des choses nouvelles pour moi, je rentrais le soir, j'étais éteinte. J'avais juste envie de dormir, quoi. Ouais. Donc, j'étais crevée. Et avec ma cliente avec qui je commençais tout juste, ben, en fait, j'avais pas le temps de bosser pour elle. Donc, j'ai dit, ben non, vu que mon but finalement, qui était sur du long terme, se rapproche à plutôt du maintenant tout de suite, bah, j'ai décidé d'arrêter ma période d'essai. J'ai arrêté ma période d'essai le 2 mai. Et le 2 mai 2022, ben, j'étais à 100% indépendante. Tu crées l'entreprise le 31 mars, on va dire, c'est ça, 31 mars 2022. Et finalement, tu te mets en activité officiellement tout de suite à 100% le début mai, c'est ça? Donc, C'est ça.
Tu n'as même pas eu le temps de vraiment essayer de voir si les deux fonctionnaient ensemble. Non, tu as tout de suite eu l'opportunité de te lancer à 100% et donc avec un seul client au début. Avec une seule cliente et en fait, alors financièrement, clairement, je m'y retrouvais pas. Euh, mais avec mon mari, on l'avait un peu anticipé et on avait dit qu'on me laisserait le. En fait, au départ, on avait même dit ça me laisserait un peu le temps de me reposer. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ça a été l'échec. Je me suis pas reposée. Mais en fait, avec cette cliente-là, bon, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a aussi des hauts et des bas. Mais avec cette cliente-là, ça ne s'est pas très bien passé. Mais en fait, je suis restée avec elle 2 mois et demi. Et je crois qu'en 2 mois et demi, j'ai gagné 10 ans d'expérience parce que avec elle, il s'est passé tout ce que je voulais pas. Ah, c'est bien. Donc, avec elle, j'ai appris puissance 10. Donc, et après, bah, ça s'est mis à rouler tout seul. Donc. D'accord. Alors, du coup, ça va nous emmener à une autre question que j'ai, en fait. Quelles ont été finalement les difficultés que tu as pu rencontrer justement sur sur ce chemin, sur le fait de, du coup, toi, tu as démarré ta première reconversion pour devenir secrétaire, déjà même salariée, puis après indépendante et arriver finalement à vraiment être à 100% et à commencer à en vivre. Quelles ont été vraiment les difficultés ou les problèmes que tu as rencontrés? Et là, tu as commencé à nous parler déjà de beaucoup de choses que tu ne voulais pas avec une seule cliente. Mais les difficultés au démarrage, avant de me lancer, les difficultés, c'était de trouver du temps. Parce que pendant ma reconversion, t'imagines bien, je suis en cours toute la journée. Le soir, je rentre, je suis éclatée. J'ai encore les enfants à m'occuper. Et en fait, je faisais mes cours du secrétariat, de ton secrétariat. Je faisais les cours le soir et je faisais les cours le week-end. Pendant que ma fille était au hand, comme ça durait 1 heure, et en fait, je me mettais dans la voiture ou dans les gradins et avec mes écouteurs, mon téléphone et je faisais les cours. Donc ça a été mon premier gros challenge en fait, c'était d'arriver à faire toutes les formations en même temps. Après, ça a été quand j'ai cherché mes premiers clients, ça a été qu'est-ce qui va faire qu'elle va me choisir moi plutôt qu'une autre? Pourquoi moi? Pourquoi ça marcherait pour moi? Puis finalement, quand j'ai été choisie, puisqu'en fait, elle avait posté une annonce sur Facebook et j'ai postulé comme les autres et elle m'a choisie. Et une fois qu'elle m'a choisie, je dis bon, bah ok, c'est parti. Et là, la difficulté, ça a été de mettre des limites et de mettre des barrières vraiment à ma cliente parce que déjà, elle m'avait fait atteindre un prix horaire qui était juste non, c'était juste pas normal en fait. Je bossais à 20 euros de l'heure. D'accord. Pour moi, et je sais qu'on le lit beaucoup, c'est clairement sous-payé. Juste pas possible en fait avec les charges, c'est pas viable. C'est pas viable. Mais en fait, elle voulait me payer 20 euros de l'heure, mais en même temps, il fallait pas que je dépasse un certain nombre d'heures parce qu'elle avait pas les moyens de me payer autant. Mais par contre, il fallait que j'arrive à faire son pro, son perso, sa gestion de planning. Et en fait, elle avait des demandes de fou. Alors, une petite anecdote, elle voulait que je lui fasse son trajet, que je lui prépare son trajet en voiture électrique de Paris jusque dans le sud-est. Déjà, en voiture normale, c'est hyper long. Et là, en fait, il fallait qu'elle s'arrête toutes les 2 heures pour recharger la voiture. Et en fait, elle m'avait demandé de lui mettre des points sur la route où est-ce qu'elle pouvait s'arrêter. Et je lui avais dit, attention, il faut une carte spéciale parce que j'avais pris une appli spéciale. En fait, elle n'a pas voulu m'écouter et elle n'a pas voulu prendre la carte. Et en fait, après, elle m'a envoyé des messages pour m'engueuler, pour me dire, oui, je suis coincée. Et en fait, je lui avais répondu, ok. Et elle me répond, oui, tu pourrais être un peu plus compatissante. Arrêtez pas de m'engueuler comme ça tout le temps dès que j'étais pas assez compatissante. Donc, en fait, je lui ai dit non, c'est pas possible parce que elle m'a fait stresser de folie. J'avais une charge mentale de dingue pour 20 euros de l'heure et elle me payait 25 heures par semaine, par mois. 25 heures par mois. Donc, j'ai dit non, mais en fait, c'est pas possible. Je préfère ne plus rien gagner du tout que de continuer à bosser avec elle. Et j'ai trouvé à ce moment-là un autre client. Et c'était assez drôle parce que c'est quand j'ai pris la formation sur les impayés que j'ai dévoré. Et en fait, 3 jours après, une personne qui recherche justement pour faire des relances du recouvrement. Alors, la principale recherche, c'était une personne qui parlait anglais et français, et pour tout l'été.
Et en fait, quand j'ai postulé, elle m'a dit non mais on va même pas faire d'entretien, je vous prends tout de suite chez personne d'autre. Elle me dit une assistante indépendante, bilingue, pour tout l'été. Elle me dit ça n'existe pas. C'est à moi. La perle rare, quoi. Ouais. Et puis en fait, c'est marrant parce que donc j'ai commencé cette mission fin juin et elle s'arrête là, fin mars. Elle s'arrête. Elle s'arrête alors qu'elle aurait dû s'arrêter fin août. Et ça ne s'arrête que maintenant parce que ils ont voulu me garder parce qu'ils appréciaient mon travail, donc ça c'est hyper gratifiant. Et maintenant ça s'arrête parce que simplement la boîte est vendue et qu'ils ne peuvent pas me garder. Ouais. Mais c'est une mission que j'ai adoré faire. Le recouvrement, je me suis découvert une passion pour le recouvrement. Et, euh, et après, après l'été, en fait, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. Donc finalement, difficulté, ça a été surtout avec le plus gros client, le premier La première cliente, client, ouais. en fait, ça a été voilà, c'était ça vraiment le problème principal que tu as rencontré. Oui, et en fait, je pense. De faire une place, enfin, de pas savoir t'affirmer vis-à-vis d'elle, en fait, finalement. Oui, c'est ça. En fait, je pense vraiment que ce qui a manqué dans cette collaboration, parce que j'en prends partie aussi, hein, c'est comme dans un couple, hein, c'est toujours 50-50. J'ai vraiment manqué de fermeté sur les barrières, parce que c'est pareil, ses clients à elle m'appelaient des fois le soir à 20h en fait. Et oui. Donc non, non, c'était assez dingue. Et en fait, ça manquait vraiment de barrières. Et c'est en ça que je dis que j'ai eu une expérience. J'ai gagné en fait en expérience à ce moment-là parce que je sais ce qu'il faut pas faire et je sais comment il faut que je le fasse maintenant pour que ça marche. Ça, c'est une bonne chose de fait, au moins, du coup, pour la suite. T'es déjà, voilà, t'es déjà bien au courant de ces difficultés-là avec certains clients. Alors, du coup, on va passer un petit peu plus à, on va dire, ton activité maintenant, à ton quotidien en tant que secrétaire indépendante, puisque maintenant, du coup, ça fait quasiment 1 an que tu es lancée. Donc, on aimerait en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement. Et première question va être, combien est-ce que tu as de clients maintenant et est-ce qu'ils sont réguliers ou occasionnels? Alors aujourd'hui, j'ai 7 clients. Donc, je n'en aurai plus que 6 à la fin du mois. Mais là, tout de suite, j'ai 7 clients et ce ne sont que des clients réguliers. J'ai jamais fait de mission, j'ai jamais fait de mission ponctuelle. Je n'ai eu que des clients réguliers. Et ça c'est assez chouette parce que comme ça, j'ai pas le stress de me dire ah là là, la mission va s'arrêter, comment je fais. Donc ça, c'est assez cool. Et donc, sur le fait que ce soit des clients réguliers, est-ce que tu apprécies, on va dire, le fait d'avoir le temps de s'habituer à chaque client et de pas devoir recommencer toutes les 2 minutes, finalement? Sur le côté occasionnel, c'est un petit peu ce qui est contraignant généralement, c'est de devoir à chaque fois s'adapter à un et puis finalement passer à un autre sans avoir vraiment le temps de comprendre le fonctionnement de manière poussée, quoi. Ah bah, clairement, j'adore le fait de pouvoir suivre. Et puis en fait, on crée une relation quand même assez privilégiée avec ses clients. Et ça, c'est quand même c'est chouette parce que un démarrage, ça prend vachement d'énergie. Il faut le savoir, ça prend vraiment beaucoup d'énergie parce que justement, il faut s'approprier les process de chacun et du coup, que ce soit sur du long terme, c'est quand même, il faut un bon mois quand même au démarrage pour se mettre dans la peau de son client en fait. Hein. C'est beaucoup de fatigue. Et du coup, tes clients, est-ce qu'ils apprécient aussi le fait que ce soit régulier? Est-ce que c'est eux qui ont voulu tout de suite de la régularité ou est-ce que ça s'est instauré au fur et à mesure de la mission qui, à la base, peut-être comme pour l'un de tes premiers clients, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps? Comment t'en viens à faire quelque chose de régulier? Est-ce que c'est dès le départ que c'est convenu ou est-ce que ça se fait au fil du temps? Hormis cette mission qui était au départ prévue pour 2 mois, parce qu'effectivement, du recouvrement, on pensait pas que je resterais avec eux. Mais c'est parce que la mission aussi s'était diversifiée après. Je faisais les factures, les devis, tout ça. Mais sinon, avec tous les autres, c'était prévu dès le départ que ce soit pour du long terme. Alors, à chaque fois, je me protège, enfin, je les protège tout en me protégeant moi. C'est-à-dire que je dis, OK, on fait le premier mois test, après on voit. Mais il n'y a jamais eu de souci et à chaque fois, c'est resté sur du long terme. Donc, tu fais un mois test. Enfin, t'appelles ça un mois test. C'est prévu dès le départ. Voilà, tu te mets bien d'accord avec eux. C'est un test autant pour eux que pour toi, pour voir si toi aussi, tu as envie de continuer de travailler avec eux. Ça marche pas que dans un sens.
Ok. Et alors, comment est-ce que tu as prospecté? Comment est-ce que tu t'y es prise et quel délai s'est passé entre ta prospection et tes premiers retours de réponses positives pour avoir tes clients? Eh bien, c'est assez marrant parce qu'en fait, de la prospection, j'en ai jamais vraiment fait. Ah, Je, En fait, j'ai répondu systématiquement, j'ai répondu à des annonces en fait. d'accord. Euh, la première à laquelle j'ai répondu, bah, c'est la tienne. Après, en fait, après les clients de l'été avec qui ça devait s'arrêter, ben il y a ton annonce qui est parue au mois d'août, sur laquelle j'ai Au mois sauté. d'août, je me rappelle même plus que c'était au Ouais, mois c'était d'août. fin août. D'accord. Ouais, fin août. Je me rappelle parce que j'étais en vacances. Ah, En réalité, j'étais en vacances parce que j'étais toujours sur ma mission recouvrement. Donc, j'étais partie en vacances à Bordeaux chez ma meilleure amie et j'avais mon ordinateur. Donc, je bossais le matin et j'étais en vacances l'après-midi. Et je me rappelle avoir vu ton annonce. En fait, on était à la plage, donc clairement, je pouvais pas répondre, surtout que tu avais demandé à répondre en vidéo. oui, Donc, vous avez mis cette petite contrainte, c'est vrai. et en fait, je me rappelle que quand on est rentré, je leur ai dit, attendez, je reviens. Je suis allée m'enfermer dans une chambre et j'ai fait ma vidéo. Et en fait, ben, tous les clients que j'ai aujourd'hui, c'est à chaque fois réponse à recherche. Enfin, c'est comme ça que j'ai eu tous mes clients. Réponse à eux qui recherchent quelqu'un. Voilà, finalement, tu réagis sur une demande qui existe déjà, en fait. Tu n'es pas en train d'aller là où tu sais pas si vraiment ils cherchent quelque chose ou pas. Donc, finalement, peut-être un petit peu moins stressant de faire ce type de prospection que de devoir démarcher des gens que tu ne sais pas si ils vont vraiment avoir besoin, comment tu vas être reçu. Voilà, c'est un petit peu plus délicat dans cette situation. Donc là, c'est vrai que tu vas et donc tu les trouves où ces annonces? Alors, je suis sur plusieurs groupes sur Facebook. Mhm. Et alors, j'ai développé pas mal LinkedIn quand j'étais en formation gestionnaire de paye, puisqu'en fait, il fallait que je trouve un stage. Et ça a été assez compliqué, d'ailleurs, de trouver un stage. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert LinkedIn. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a lancé sur l'indépendance, parce qu'il y a énormément d'indépendants sur LinkedIn. D'accord. Et pareil, une personne qui recherchait pour son client une assistante. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Donc ça, c'était pas un groupe, hein, c'était vraiment juste parce que je suivais la bonne personne sur LinkedIn. Et voilà. Mais sur LinkedIn, ce qui est vraiment bien, c'est de parler avec les gens, pas forcément de communiquer. Moi, j'ai essayé de communiquer un peu au début, mais en fait, je suis pas très douée là-dedans parce que c'est pas mon truc. D'accord. Et mais voilà, je parle avec les gens. En fait, je réponds, je commente, je like, je discute en privé. Et je me suis créé un petit réseau comme ça. Et Bien, c'est super. Et alors, de quelle manière tu interviens pour tes 7 clients actuels? alors, j'interviens à distance pour tous. Je fais pas du tout de sur site. Bon, déjà, j'habite dans un coin de France qui est pas très habité. Un espace de coworking, ils savent pas ce que c'est. Donc, non, je travaille depuis chez moi tout le temps. Et mes clients sont à Paris, à Lyon, dans le sud-est. Et bah, principalement, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est Paris-Lyon. Que chez toi, donc que du distanciel, ça dérange pas tes clients, ils n'ont pas besoin de te voir ou de te recevoir dans leurs locaux de temps en temps, ils t'ont jamais demandé de te déplacer, ça n'a jamais été nécessaire. Non, alors ils m'ont jamais demandé, mais comme j'ai de la famille en région parisienne, l'autre jour je suis montée à Paris voir ma mère et l'occasion se présentait, donc je suis allée passer la journée dans Paris et là j'ai fait une journée marathon à aller rencontrer mes clients. Ah, donc tu as quand même réussi à les rencontrer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le fait de travailler que de chez toi, est-ce que ça te convient pour le moment? Est-ce que t'as pas des moments où tu te sens un petit peu trop seul ou trop isolé ou trop tranquille? Parce que des fois, on peut aussi trouver que c'est un peu trop calme. Non, non, moi je le vis super bien. Après c'est mon caractère, hein, je j'ai pas forcément besoin d'interaction sociale très souvent. Après avec mes clients je fais quand même pas mal de visio parce que j'ai des visios quasiment tous les jours Ah, avec les uns ou les autres. d'accord. Et en plus, je suis dans un groupe de coworking uniquement composé de femmes. Et du coup, on fait du coworking en ligne. C'est-à-dire que il y a un espace qui a été créé, un espace virtuel, et on se retrouve
Alors, on discute pas forcément. Des fois, on met juste la caméra, mais en fait, ça nous oblige, on va dire, à travailler et à rester focus sur ce qu'on fait. Et puis bon, il y a des fois, comme à la machine à café, on se retrouve, on discute, on papote, on parle de tout et de rien, et ça fait du bien parce que même si j'ai pas besoin d'interaction physique, c'est quand même sympa de pouvoir discuter. Oui, d'échanger quand même avec d'autres personnes qui seraient pas forcément internes à la maison, quoi. Autre que Ça, les enfants ou le mari. c'est ça. Aussi bien de temps en temps. Ok, et donc dans quel domaine, de manière assez générale, sans forcément nous expliquer en détail, mais dans quel domaine sont tes clients? Est-ce qu'ils sont tous du même domaine ou est-ce qu'ils font tous des choses complètement différentes? Alors c'est plutôt assez différent. J'ai une auto-entrepreneuse qui est copywriter. J'ai un coach en développement personnel. J'ai 2 startups qui travaillent dans l'immobilier et une asso. D'accord, ok. Ouais, donc c'est un petit peu de tout, quoi. Oui, Donc ça te dérange pas d'être justement un petit peu dans plusieurs domaines différents? C'est pas trop compliqué de passer d'une chose à l'autre? ah bah non, au contraire, j'adore ça. C'est justement ce qui fait aussi le fait que c'est pas du tout monotone. Je fais jamais la même chose. Mes journées se ressemblent pas. Je fais jamais la même mission. Donc non, pour moi, ça c'est vraiment cool. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me suis lancée. C'était pour avoir cette polyvalence dont j'ai besoin. D'accord. Et donc, justement, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type? Comment ça se passe dans ta journée de secrétaire indépendante? Qu'est-ce que tu fais comme tâche? Quels sont tes horaires? Comment tu t'organises? Justement, comment tu crées tes relations avec tes clients? Donc, tu nous as parlé des visios. Donc, si tu veux nous expliquer un petit peu. Alors, ma journée, elle commence par la partie maman, puisqu'il faut emmener les enfants à l'école. Donc, concrètement, je me lève à 7h20 le matin. Je m'occupe des enfants. À 8h30, tout le monde est à l'école. 9 heures 2 jours par semaine parce que mon fils commence à 9 heures au collège. Et donc, en général, je suis de retour à la maison au plus tard 9h05, 10. Et au plus tard, grand maximum, je suis au bureau à 9h15. Dans ces cas-là, j'allume mon PC, je vais directement sur Notion pour voir ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc, tu te programmes tout sur Notion? Tout sur Notion. En fait, tout ce qui est programmable est sur Notion. D'accord. Après, je vais lire mes mails pour programmer ma journée. Parce que les mails, les urgences, tout ça, je les ai dans les mails, je les ai au fur et à mesure de la journée. Donc, je lis mes mails, programmer mes yeux pour voir ce qui est urgent. Et je programme ma journée comme ça. Et en fait, ce qui fait que je jongle plus ou moins d'un client à l'autre toute la journée. Parce qu'en fait, j'ai pas de créneau alloué à chacun. D'accord. Je fais vraiment en fonction des tâches qui me sont demandées, des missions qui me sont demandées. Ce qui fait que, grosso modo, maintenant, mes blocs temps, puisque c'est ce que je voulais récupérer en prenant le tableau de bord, c'était ce qui était important pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'était un mix des deux. C'est-à-dire que j'ai des blocs temps, j'ai mes blocs maman le matin et le soir après l'école, mais mon bloc temps client, je peux pas le séparer en disant, OK, cette heure-là, elle est réservée à un tel, cette heure-là. Ça, c'est pas possible parce que toute la journée, j'ai des mails qui tombent. Là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Et en fonction de l'urgence, c'est comme ça que je régule ma journée. Mais par contre, si je fais une tâche pour un client qui me demande d'être concentré, je vais pas regarder ce qui se passe à côté. Je Oui. regarde pas mes mails. Tu vas bloquer ton temps à ce moment-là. Voilà, je bloque mon temps au moment où je fais la tâche, la mission. Et une fois que ma mission est finie, je coupe mon chrono parce que comme je travaille que au taux horaire, je déclenche le chrono systématiquement. Je coupe le chrono, je vais voir mes mails et on réenchaîne comme ça toute la journée. D'accord. Donc finalement, tu t'adaptes quand même au long de la journée à ce qui tombe, en fait, finalement. Tu es un petit peu, oui, toujours un petit peu dans la réaction, finalement, de ce qui se passe dans la journée. Mm. Donc, des journées, ça peut être sympa s'il se passe rien, parce que du coup, tu as des pauses. Mais si ça tombe toute la journée en mode urgence, comme on pourrait dire, bah, toute la journée, tu cours un petit peu après le temps. Jusqu'à arriver à ton bloc temps, on va dire, de fin de journée, où là, tu es obligé de t'arrêter parce que c'est le bloc temps de maman et qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. C'est ça. Donc dans tous les cas, à 16 heures, j'arrête. À 16 heures, j'arrête momentanément, le plus souvent. Je vais chercher les enfants. À 17 heures, grosso modo, je suis de retour à la maison. Et si vraiment il y a eu de l'urgence, vraiment urgente, je rebosse de 17 heures à 18 heures.
Et j'éteins les feux, comme on dit. Mais ouais, toute la journée, je fais comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des journées, c'est hyper calme. Hein. Il y a des journées. Et quand c'est hyper calme comme ça, je travaille pour mon entreprise, c'est-à-dire que je me forme et j'interagis justement sur LinkedIn pour agrandir mon réseau. Mais bon, c'est quand même les journées les plus rares. Hein. Je suis plutôt sur mes mails toute la journée à gérer mes missions les unes derrière les autres. Et donc à 18h, vraiment j'arrête. Je m'occupe des enfants. Et en fonction du travail de mon mari, puisqu'il n'est pas tout le temps à la maison, quand il est là, c'est une fois que les enfants sont couchés, c'est 100% de ma soirée pour mon mari et moi. Et quand il n'est pas là, la plupart du temps, j'ai le PC sur les genoux, ou alors je reviens au bureau et je retravaille 1 heure, 2 heures, en fonction de ce que j'ai eu à faire dans la journée. Mais quand c'est comme ça, je privilégie le temps avec mes enfants. C'est-à-dire que si je sais que j'ai du temps parce que mon mari n'est pas là le soir pour rebosser, ben, je vais pas rebosser de 17 à 18. D'accord, ouais. Ok, donc tu t'adaptes un petit peu en fonction aussi du moment, en fait, finalement. Ton état d'esprit, peut-être aussi, parce que peut-être des fois, t'as pas envie de travailler après. Il y a des moments du mois où c'est plus compliqué. Donc, il y a des moments où bah, la journée, elle est longue et ça m'arrive. Et c'est aussi le super côté de l'indépendance, c'est que si je suis pas bien, et vu que je peux organiser mon planning comme je veux, ben, si j'ai envie que ma pause repas, elle dure de midi à 15h, et ben, elle dure de midi à 15h, et je me mets dans le canapé, et je regarde Netflix sous mon plaid, Ça, c'est cool. pas mal des fois. Et dans ce cas-là, je rattrape à un autre moment. Mais c'est moi qui choisis. Alors, c'est sûr que quand je fais du recouvrement, c'est un petit peu plus compliqué parce que si je dois contacter les clients, eux, à 20h, ils vont pas me répondre. C'est Oui, logique. forcément. Mais j'adapte aussi mes missions dans la journée. C'est-à-dire que si je sais que je vais réussir à bosser de 9h à midi parce que j'ai encore d'énergie euh, et que je suis pas trop mal, eh ben, je vais faire à fond ma mission recouvrement de 9h à midi. Et si je sais que je dois répondre à des mails ou que j'ai de la pré-compta à faire ou des trucs comme ça qui me demandent pas de parler aux gens, et ben dans ce cas-là, je fais à un moment où ben, je suis mieux, j'attends d'être mieux. D'accord, ok. Et alors, bah, concrètement, une fois que voilà, on sait maintenant comment tu fais un petit peu tes journées, combien tu as de clients, ta nouvelle vie de secrétaire indépendante qui a l'air de parfaitement te convenir, est-ce que tu pourrais nous dire si tu es satisfaite des tarifs que tu proposes et de finalement du revenu que tu arrives éventuellement à te reverser? Je pense que ça intéresse beaucoup les personnes qui vont regarder cette interview. Oui, je comprends. Alors, je ne me fais plus payer 20 € de l'heure. Oui, mes tarifs me conviennent. Alors, c'est clair qu'il a fallu que je m'aligne avec mes tarifs parce que il fallait que j'arrive à en vivre et il fallait que je me garde du temps. Parce que, bien sûr, avec 20 € de l'heure, on peut vivre. Si on travaille 100 heures par semaine, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas l'idée. En étant indépendante, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc aujourd'hui, ce serait difficile de donner un chiffre parce que j'ai pas deux clients au même taux horaire parce que ça Ah, dépend. là, c'est important. Les tarifs ne sont pas les mêmes pour tous tes clients. Donc, ils sont adaptés en fonction de peut-être la mission, en fonction du type de client. C'est plus en fonction de la mission qui m'est demandée, en fonction des compétences que je dois mettre au service de mon client et en fonction aussi du temps que j'y passe. C'est-à-dire que une mission qui va me prendre 3 heures par mois, je la chiffre plus au taux horaire qu'une mission qui va me prendre 10 heures par semaine. Je pratique le tarif dégressif en fonction de ça aussi parce que quelqu'un qui va me prendre 3 heures par mois, il faut que je sois rentable. Il faut que je ramène des sous à la maison. On est tous pareils, hein. Et bah, pour être tout à fait transparente, je vis mieux que quand j'étais salariée. J'ai un meilleur salaire. Et j'ai été complètement rentable à partir du mois de septembre, octobre. D'accord, donc vraiment très rapidement après vraiment ton lancement officiel finalement. Parce que on le rappelle, c'était au mois de mai? Non, avril. C'était avril.
mais, mais à 100%, mais à 100% en indépendante. Donc, le premier mois, je me suis payée, mais c'était plus pour dire parce que c'était vraiment pas grand-chose. Je n'avais qu'une cliente et voilà. Après, à partir du moment où j'ai eu mes 2 clients l'été, j'ai commencé à me payer le SMIC. Et au mois de septembre, au final, j'ai rentré 5, 4, je ne sais plus, 4 ou 5 clients d'un coup. D'accord, ouais. Septembre, octobre, j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, je m'étais donné un objectif. Je m'étais donné 3 000 € de chiffre d'affaires d'objectif. Et je les ai atteints au mois d'octobre. Et depuis, je ne suis pas passée en dessous des 3 000 € de chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est vraiment le palier minimum maintenant et au pire, tu es au-dessus, quoi. C'est juste pour quand même expliquer que quand on démarre au début, ça peut être un peu compliqué. Comme tu l'as dit, ton premier salaire que tu vas te verser, il va être vraiment histoire de marquer le coup, de dire qu'on se fait un petit salaire sur notre activité indépendante et que petit à petit, ça va pouvoir grimper un petit peu et qu'après, on va atteindre nos nouveaux paliers et pouvoir finalement les stabiliser et pouvoir augmenter par la suite. Mais forcément, ça prend du temps. Il faut passer quand même par plusieurs étapes et avoir des clients aussi pour pouvoir avoir assez de revenus et vivre confortablement de son activité. Et aussi, bien déterminer ses tarifs. parce qu'à hauteur, c'est quand même compliqué. Donc, du coup, une fois que tu stabilises ça aussi et que tu as compris aussi le processus à avoir dégressif en fonction du nombre d'heures que tu passes par rapport aux missions, etc., du coup, c'est compréhensif pour les clients. Ils acceptent aussi, du coup, les tarifs en fonction de ce qu'ils te donnent à faire. C'est ça. Et alors, pour le salaire, en fait, c'est assez. Moi, en fait, je voulais quelque chose de linéaire. Donc, avec mon mari, on a fixé une barre. On a dit, tu paieras tant tous les mois. Et même si je fais plus en termes de chiffre d'affaires, c'est des sous que je mets de côté sur mon compte pro. Puisqu'en fait, ça me permet, par exemple, l'été, je sais déjà que cet été, je vais pas forcément atteindre les 3 000 € de chiffre d'affaires parce que je vais être en vacances, mes clients vont être en vacances, donc je vais avoir vachement moins de travail. Et l'idée, c'est que je me paye de la même manière. Donc, je mets déjà des sous de côté pour me payer cet été comme si je travaillais. Super, tu t'es fait un placement congé en fait, tout simplement. Mais c'est parfait. Oh, t'as tout compris, toi. C'est bon. Tu n'as plus rien à apprendre. C'est important. Tu vois, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une erreur que je ne ferai plus, c'est de ne pas prendre du tout de vacances. Au final, je l'ai fait pendant 1 an et c'est pas possible en fait. Le corps, l'esprit, au bout d'un moment, il craque et ça aurait été trop dommage en tant qu'indépendante de me lancer dans ce que je voulais faire et de faire un burn-out. Enfin, Oui. le nombre d'indépendants que je vois qui font des burn-out justement parce qu'ils se permettent pas de vacances, c'est trop dommage. Et même si j'ai pas besoin d'être en vacances à 100%, ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas, s'il y a besoin, s'il y a une urgence ou quoi, d'y répondre. Mais par exemple, cet été, je sais qu'il y a une semaine où je vais être off. Où c'est ma semaine dans l'année où je suis off. Prévenir que tu ne seras pas disponible, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, figure-toi. Je suis au courant maintenant. Non, je rigole. C'est vraiment une très bonne chose de vraiment s'autoriser à réellement prendre des vacances. Et ça, c'est aussi une erreur que moi-même j'ai faite et que je continue encore de faire parce que forcément, je lance une nouvelle activité et que c'est encore différent et que voilà, après on a des tempéraments qui font aussi que on a toujours envie de bosser, qu'on est investi dans ce qu'on est en train de créer, mais il faut pas oublier quand même de se reposer et ça nous permet de prendre du recul sur la situation, d'y voir plus clair en fait de manière générale sur des choses qui peuvent un petit peu qui ne collent pas, qui des fois nous empêchent forcément d'évoluer peut-être un peu plus. Donc franchement, c'est une très bonne chose de vraiment s'obliger finalement à prendre une vraie semaine. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ta vie en tant qu'indépendante maintenant, niveau matériel, j'ai cru comprendre que tu utilisais surtout Notion, après ça va être les mails et peut-être Zoom pour les visios. Oui, principalement. Et Teams. J'utilise plus Teams que Zoom en règle générale. D'accord.
mais tous les deux en gratuit. Je n'utilise pas la version payante. Après, Notion, c'est pareil, gratuit. Et sinon, le pack Office et mes mails. D'accord. Donc finalement, aucun matériel spécifique, voilà, à part ce qu'on vient d'énumérer, pour pouvoir réaliser toutes les tâches que tu as à réaliser dans le cadre de ton activité. C'est ça. Éventuellement, enfin, en fait, si j'ai besoin d'un matériel spécifique, en général, c'est le CRM de mes clients. D'accord. Donc, c'est eux qui me donnent les accès à leur CRM. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui concernait l'activité en elle-même, on va commencer un petit peu à terminer cette interview. Et j'aimerais bien que tu me parles de ta vision des choses sur vraiment les valeurs et le comportement important dans l'activité de secrétaire indépendante. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il faudrait comme compétences vraiment nécessaires, peut-être même les qualités qui seraient nécessaires pour pouvoir exercer et être bien dans son activité et en bonne relation aussi avec ses clients? Alors, je pense que la première chose déjà, c'est d'aimer les gens, parce que il faut pouvoir aimer les aider, puisque il faut répondre à leurs demandes. Donc, si on n'aime pas parler aux gens et être sympa avec les gens, ça marche pas. Donc, il faut quand même un minimum de d'appréciation et enfin d'aimer le relationnel en fait, vraiment avec les gens. Il faut être organisé, pas le choix, surtout en étant indépendante. En n'ayant pas de cadre, enfin un bureau avec ses papiers tout le temps à portée de main. Si on veut pouvoir se déplacer, si on veut pouvoir passer d'un client à un autre, il faut être hyper organisé. Il faut savoir s'adapter. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a fallu que je m'adapte rapidement à beaucoup de changements. Et quand on change de client, encore plus. Et si on veut faire des missions courtes, encore plus. Parce que chaque fois, ça demande de s'adapter au client, à la mission, aux nouveautés. Ben, typiquement, j'ai 3 CRM différents parce que j'ai 3 clients qui utilisent des CRM. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont les logiciels avec les... Désolée, je retrouve pas mon mot. En fait, c'est le logiciel qui permet de regrouper tous tes clients, toutes les infos nécessaires à la Oui. facturation, les devis, tout ça. En fait, c'est une grosse base de données, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai 3 clients qui utilisent ça et du coup, j'en ai 3 différents. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être à l'écoute des gens. Il faut savoir résister quand même pas mal au stress parce que quand on se retrouve avec des urgences, il fallait faire ça pour hier. Oui, très bien. Oui. Mais 18 heures. Oui. Donc, il faut avoir un minimum de résistance au stress et il faut savoir anticiper. C'est vrai que moi, je sais que j'ai surtout un de mes clients qui aime que je devine en fait ce dont il a besoin. Donc en fait, il faut que Est-ce que tu arrives à deviner du coup? ça arrive. Ça arrive. Il y a des fois, quand je vois les mails en fait qu'il reçoit, je sais que du coup, il va avoir besoin de telle chose ou telle chose. Et en fait, je le fais avant qu'il me le demande. Ah, Et ça, pour lui, je sais que c'est hyper important. Et donc, la proactivité et ne pas rester tout le temps dans l'attente forcément de ce que veut le client, anticiper les besoins. Mais alors, bon, clairement, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Mais là, bon, ce client-là, ça va faire 6 mois bientôt que je travaille avec. Et donc, je sais maintenant comment ça fonctionne et ce dont il a besoin. Bon, évidemment, je sais pas tout, hein, ça fait que 6 mois. Mais la proactivité, je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce que si rester passif et attendre que les demandes tombent, au bout d'un moment, les clients vont dire bon bah en fait ça c'est logique, c'est tout le temps la même chose. oui. Donc, arriver à prendre des initiatives aussi dans le cadre, voilà, des choses récurrentes que tu as vues qui tombaient de manière assez régulière en fait et qui sont assez, de manière générale, dans quasiment toutes les activités, je pense, il y a vraiment des tâches qui sont hyper répétitives en fonction de telle ou telle chose, quel que soit le domaine, etc. On a forcément toujours une récurrence qui s'installe et donc il faut savoir quand même, voilà, être comme tu dis, prendre des initiatives, être réactive sur toutes ces choses et pouvoir les anticiper pour le client, parce que c'est l'objectif, qu'il délègue pour vraiment en fait se décharger de certaines choses. Pas devoir Ah, simplement à chaque fois dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, il faut que la personne en face, elle devine un peu comme tu dis en fait, qu'est-ce qu'elle va devoir faire. bah, en fait, il faut à la fois qu'ils puissent nous faire confiance parce que
pour certains, j'ai des mots de passe. Voilà, j'ai accès à beaucoup d'informations, donc il faut qu'ils puissent nous faire confiance, mais il faut aussi qu'ils puissent se décharger complètement parce que le but d'avoir une assistante, c'est de pouvoir décharger sa charge mentale, en fait. Donc si il est obligé sans arrêt de me dire il faut faire ci, il faut faire ça, alors que c'est des choses que je fais tous les mois, bah forcément au bout d'un moment il va me dire bon c'est bien gentil, mais en fait ça pérennise ma relation avec les clients que j'enregistre, que je dise bon bah ok ça y a pas besoin de me demander, je vais le faire. Voilà. Ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de mettre ça dans sa tête. Après en termes de compétences, ben étant partie de zéro, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de tout connaître tout de suite, mais je dirais que je conseille vraiment à celles qui veulent se lancer et qui pensent ne rien connaître, que déjà c'est faux. Elles ne connaissent pas rien. On connaît tous forcément des choses. Parce que déjà de l'administratif, on en fait pour nous. Oui. Pour la gestion au quotidien à la maison. Quand on réserve, enfin, quand on s'inscrit pour les assurances, pour les trucs comme ça, forcément, on fait de l'administratif. Donc, on a tous forcément une base. Mais je pense que le plus important, c'est de développer les compétences pour lesquelles on a envie de travailler. Enfin, je veux dire, si une mission en particulier nous plaît, eh ben, on va chercher les compétences, on développe ça, et à partir de ça, on se vend, en fait. On vend cette compétence, et c'est ce qui mettra le pied à l'étrier, et c'est ce qui permettra derrière de développer d'autres compétences, parce que forcément, un client n'a jamais besoin que d'une seule compétence. Voilà. Alors, ça aussi, c'est assez important, je pense, de le dire. Souvent, on va être contacté pour quelque chose, et petit à petit, ça va découler sur d'autres choses. Parce que même le client ne le sait pas lui-même que ça va découler sur autre chose. Donc en fait, c'est surprise pour autant la secrétaire que le client qui au départ pense avoir besoin que d'une seule chose et vraiment se concentre sur trouver la personne qui a la compétence pour ça. Mais en fait, concrètement, souvent, il y a d'autres choses qui en découlent. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on peut sincèrement apprendre en fait tout ce qu'on veut en fait d'une certaine manière si on s'y investit. En fait, c'est toujours pareil. Je pense que pour pouvoir apprendre, il faut s'investir, il faut avoir envie de l'apprendre et vraiment voilà se mettre à fond en fait. Mais du coup, je pense que ça c'est vraiment à retenir aussi, c'est qu'il faut pas s'arrêter que à la prestation qui nous est demandée et toujours chercher qu'est-ce qu'elle peut cacher d'autre. Clairement, clairement. Avec tous mes clients, tous. Tous. Alors, je voudrais juste rebondir. Tu as commencé à parler un petit peu aussi de confiance. Oui. Ça, moi, c'est quelque chose que je mets souvent en avant dans les contenus que je publie. Et du coup, je voudrais que tu développes un petit peu plus cette partie-là. Tu penses qu'il y a besoin d'être en confiance pour pouvoir collaborer vraiment sereinement. Et du coup, est-ce que tu fais des contrats avec tes clients? Non. Non? Non, c'est pas vrai. Il y en a certains avec qui j'ai des contrats, mais en fait, c'est plus à l'appréciation du client, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont voulu qu'on le formalise par un contrat. Donc, j'ai fait un contrat que j'ai appris à faire avec toi, enfin, avec cette formation. Donc, tu verrais mon contrat, je pense que ça ressemble très pour très au tien. Bon, écoute, normalement, il est bon, hein. Non, mais vraiment, ça ressemble vraiment. En fait, j'ai pris la base et j'ai adapté forcément à mon cas et à mes missions. Mais voilà, j'ai repris ton contrat de départ. Et voilà, je crois que sur les 7, j'en ai 4 avec qui j'ai un contrat. D'accord. Mais en fait, j'ai privilégié mes CGV pour ceux qui voulaient pas forcément de contrat. Et pour d'autres, on est juste en confiance. Voilà, juste la confiance. Et concrètement, c'est quand même un élément hyper important pour pouvoir travailler vraiment de manière sereine. Parce que tu nous disais que tu avais accès à des choses hyper privées, en fait, hyper confidentielles, des accès très certainement. Parce que je crois, moi, du coup, j'ai eu aussi beaucoup ces situations-là où tu as accès au compte bancaire des clients. Tu peux, voilà, tu as la main sur tout, en fait, concrètement, parce que il y a une réelle confiance. Et ça, c'est hyper important pour pouvoir, déjà, je pense, même travailler à distance parce qu'il y a des choses qui sont difficilement gérables si tu n'as pas accès à ces différents comptes.
pour pouvoir faire des choses. Donc, ça s'est fait naturellement dès le départ. Les gens t'ont fait tout de suite confiance. Comment t'as réussi, on va dire, à obtenir leur confiance? Ben ça, c'est en fait, je crois que c'est une question que je vais me poser tout le temps. Parce que, en fait, il y en a un, pour te dire, j'ai commencé à avoir les accès, je lui avais même pas encore parlé. Ah, Parce qu'en fait, il fait confiance quand même très rapidement. mon dernier client, j'ai été recommandée par, par une autre assistante avec qui j'avais déjà travaillé. En fait, c'est elle qui avait la mission. Elle n'avait pas le temps. Elle m'a dit, c'est une mission pour toi, puisque c'était de la paye. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Et en fait, le gars, je l'ai eu au téléphone, genre 10 minutes. Il m'a dit, il m'a même pas dit, ok, en fait, sur le moment, il m'a juste dit, ok, bah, envoyez-moi un devis. D'accord. J'ai envoyé mon devis. 2 jours après, il m'a dit, ok, c'est signé, bah, voyez avec Caroline, donc l'autre assistante, pour faire la passation de consigne. Et en fait, j'ai fait toute la passation de consigne avec elle et avec lui, on s'est eu 10 minutes au téléphone. Et donc, depuis, t'as eu contact avec lui ou tu continues de travailler? Non, non, non. Bien, après, une fois que j'ai fait la passation de consigne, ouais, mais quand on a fait la passation de consigne, elle m'a donné tous les codes d'accès. Oui, oui, finalement. D'accord. Oui, donc après, je pense qu'il y a aussi, bah, quand ça va aussi vite, bah, la personne qui inspire confiance aussi. Je pense Bien que sûr. ça joue quand même beaucoup. Et après, bah, par la suite, on peut faire ses preuves aussi en démontrant que bah, on peut nous faire confiance parce que tout roule, parce qu'on cache pas des choses, parce qu'on fait les choses correctement dans les temps et que on fait pas de catastrophe, quoi. Donc, du coup, voilà, je pense que ça se gagne la confiance, mais après, il y a aussi bah, un petit peu voilà, cette chose qu'on peut dégager aussi qui inspire tout de suite confiance. Alors, je pense qu'il y a eu ça. Et alors, bon, là, c'était un peu particulier aussi, mais c'est la recommandation, en fait, qui a tout fait. Oui, Parce que, comme Caroline, j'avais déjà travaillé avec elle. Ben, elle sait comment je travaille. Et je pense que ça l'a mis aussi tout de suite en confiance. Après ça, on s'est eu tous les deux 1 heure en visio, juste tous les deux pour mettre au point, pour qu'il me redonne certaines infos qu'elle avait pas forcément transmises ou quoi. Et mais ça, enfin, pour chacun de mes clients, ça a d'abord été une rencontre en visio, euh, une discussion et en fait, je fais pas ça comme un entretien d'embauche. Mais même en fait, les entretiens d'embauche que j'ai passés, c'était des entretiens de stage finalement. Et j'ai jamais été dans le moule. C'est-à-dire que je débarque pas en tailleur. Je suis pas. En fait, je reste moi tout le temps, peu importe. En fait, je veux travailler avec des gens qui sont compatibles au niveau du comportement. Enfin, j'ai besoin que ça matche en fait. Donc je peux pas arriver avec un masque si je veux que la personne en face, elle soit franche et naturelle et comme je suis quelqu'un d'assez transparent, c'est pareil. S'il y a quelque chose que je sais pas faire, ben je le dis parce que si c'est pour le découvrir après et pour moi souffrir à faire le truc que je sais pas faire, ben ça marche pas. c'est ça. En fait, finalement, faut être honnête dès le départ. C'est beaucoup mieux. Parce que Ah oui. concrètement, bah, c'est là que, du coup, comme tu dis, la confiance s'instaure tout de suite parce qu'on se dit, bah, la personne me le dit, je sais pas le faire. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, tu vas apprendre. Donc, finalement, et là, donc, voilà, travailler aussi en étant nous-mêmes, c'est hyper important parce qu'au moins, comme tu dis, en fait, tu fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre et la personne, elle t'accepte tout de suite, elle accepte de travailler avec toi comme tu es réellement. Et ça, c'est aussi très important et ça t'évite bah, de jouer la comédie, de te faire passer pour quelqu'un d'autre et finalement de dépenser beaucoup plus d'énergie dans le rôle que tu vas jouer plutôt que dans le travail que tu vas devoir effectuer. Donc ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Ça, c'est cool de le dire. C'est important. Ah ouais. Bah, en fait, c'est complètement mon caractère et ça m'a joué des tours avant hein, parce que je suis peut-être un peu trop transparente et un peu trop honnête. Mais le problème, c'est que je peux pas jouer un rôle. Euh, je suis quelqu'un d'assez hyperactive et en plus, je suis hypersensible. Donc, en fait, de jouer un rôle, c'est pour moi épuisant. C'est un Je gros sais pas, en effort, fait. en fait. Oui, c'est C'est ça. énorme pour moi, l'effort. Euh, Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a pour qui bah, faire semblant et jouer un rôle et se faire passer pour quelqu'un d'autre, bah, c'est ça le naturel en fait. Il y en a pour qui c'est ça et c'est ça le gros problème. Mais bon, après, je pense que l'honnêteté et ouais, la vérité, ça paye toujours. Je pense que c'est vraiment le plus important et en tout cas, parce que là, c'est quand même l'objectif, c'est l'activité de secrétaire indépendante.
Moi, j'ai toujours travaillé en confiance et je pense que, comme tu le disais aussi, le bouche à oreille, il y a rien de mieux parce que les clients sont tout de suite en confiance. Le fait d'être nous-mêmes et de se donner à fond dans son activité, d'être juste et d'être honnête, il y a rien de mieux, je pense. Pour terminer, parce qu'on va terminer l'interview. Mais bavarde. Est-ce que tu aimerais partager un conseil par rapport à tout ce chemin que tu as parcouru, un conseil aux nouvelles secrétaires indépendantes ou futures, celles qui veulent se lancer dans l'activité, des conseils pour qu'elles puissent démarrer vraiment du mieux possible, qu'elles aient le plus d'éléments en main, qu'elles sachent à quoi s'attendre, voilà, qu'elles sachent un petit peu où est-ce qu'elles vont et ce à quoi il faut qu'elles fassent un peu plus attention, peut-être. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est n'attendez pas le bon moment. Il arrive jamais. Vous êtes pas prête. Vous serez jamais prête à 100%, jamais. Donc, il faut se lancer. Je sais que ça fait peur. Je suis passée par là, hein, clairement. J'étais pas sereine, mais il faut se lancer. Donc, ne pas attendre le bon moment, se faire confiance, parce qu'en fait, des compétences, on en a cachées des fois, on s'en rend pas compte. Cadrer la relation, ça c'est vraiment important. Et ouais, être soi-même. Je pense vraiment que pour moi, c'est les meilleurs conseils que je pense que je peux donner. Après, la relation avec le client, elle se construit au fur et à mesure. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Et on prend de plus en plus confiance sur ses missions. C'est pareil, ça vient pas du jour au lendemain. Donc il faut se faire confiance et il faut être patient. Alors, concrètement, est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu as la vie que tu espérais avoir? Est-ce que tu as ta vie de rêve un petit peu, comme on pourrait dire? Oui. Oui, parce que j'arrive à trouver un certain équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, et c'était vraiment l'objectif numéro un. Et quel est un petit peu ce que tu envisages pour la suite? Est-ce que tu as l'intention d'avoir encore plus de clients? Est-ce que tu veux faire évoluer ton activité d'une certaine manière? Est-ce que tu as prévu autre chose en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter concrètement pour la suite? Alors pour l'instant, non, je prévois pas d'avoir plus de clients, puisque celui que je vais perdre au mois de mars, je compte pas chercher à le remplacer tout de suite, puisqu'en fait, je pense que l'objectif chiffre d'affaires que je m'étais mise en tête, ça me va. Et même si je fais un petit peu moins, en fait, j'aurai encore plus cet équilibre pro-perso et ça m'ira bien comme ça. Après, pour la suite, pourquoi pas coacher en fait les gens qui souhaitent embaucher une secrétaire. Donc les aider dans leur démarche de trouver la personne qui leur conviendrait en fonction de leurs besoins en mission, tout ça. Et du coup, sur le même principe, gérer peut-être une agence d'assistante. Trouver, avoir plusieurs assistantes dans mon réseau vers qui aiguiller ceux que pourquoi pas coacher, que je coacherais, pourquoi pas. Finalement, une espèce de mise en relation en fait, une agence de mise en relation. Ça Ça. peut être un peu ce type de. Donc, bon, tu as encore des choses prévues par la suite, quoi, finalement. Tu vas pas t'arrêter là. Non. C'est allé trop vite pour toi, du coup, il faut que ça bouge. Non, mais voilà, plusieurs pistes, plusieurs pistes. Ok, bon, super. Alors, pour terminer, est-ce que si un potentiel client passait par là et voyait cette interview et qu'il me contactait pour me demander tes coordonnées, est-ce que tu accepterais que je les transmette ou tu as vraiment assez de clients et c'est pas la peine? Non, bien sûr, avec plaisir. J'étudie toute proposition, toute mission et ce serait avec grand plaisir. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de cette interview. Je pense que ça va être une mine d'informations pour toutes les secrétaires, futures secrétaires indépendantes, même les nouvelles lancées qui sont encore au début et un peu stressées peut-être par tout ce qui se passe. Et vraiment, voilà, moi, je suis super contente d'avoir pu avoir ton témoignage parce que c'est vraiment un très beau témoignage par rapport à tout ce que tu as vécu, cette reconversion de zéro. Là, tu étais vraiment partie de très loin. C'était pas du tout dans ce domaine. Donc, c'est vraiment super. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'avoir partagé mon ressenti et je vous souhaite à toutes qui nous regardaient et tous, parce qu'il y en a maintenant aussi beaucoup, une grosse réussite.
J'espère sincèrement que cet échange sans filtre entre Aurélie et moi t'aura plu et t'aura permis surtout d'obtenir beaucoup de réponses aux questions que peut-être tu te posais sur le fait de démarrer cette activité de secrétaire indépendante. Encore un grand merci à Aurélie d'avoir pris le temps de nous faire ce témoignage, et si toi aussi tu veux la remercier, n'hésite pas à liker la vidéo, pourquoi pas à lui laisser un petit commentaire. Je suis certaine que ça lui fera très plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. Et si toi aussi tu veux vivre cette belle aventure et que tu souhaites en savoir plus, tu peux me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. C'est le premier lien dans la description. Tu recevras des emails quotidiens avec beaucoup d'informations, de conseils, de renseignements sur ce métier, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.